Cube. Q-U-B. Du front, des idées, du camp. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre. Cube. Ça a commencé, parfait. Je vois plus la petite lumière rouge. Bonjour tout le monde. Écoutez, il y a un seul mot ce matin quand je me suis réveillé qui m'est venu à l'esprit. C'est un mot un peu bizarre qui est pas dans la langue française. C'est poids. Pourquoi poids? Est-ce que vous avez regardé par la fenêtre, ceux qui sont pas sortis dehors, là, juste regardez par la fenêtre, regardez la qualité de l'air. L'indice de qualité de l'air, là, c'est ce qui mesure si c'est une bonne idée, oui ou non, de sortir dehors. 118 ce matin. Ça veut dire que c'est très mauvais. Moi, j'ai toujours de la misère à respirer dans ce temps-là. En fin de semaine, les amis, ne sortez pas. Restez à la maison, OK? J'exagère un petit peu. Mais si vous restez à la maison puis vous suivez mes conseils, il y a un bon film que vous pouvez regarder. Hein? On se met des petites couvertes comme ça, on sort pas, on garde nos petits poumons en santé. Ça s'appelle l'Omerta scolaire. J'ai reçu tout de suite, là, ici, présent, ils sont là, deux participants du film. Déjà, le réalisateur, Francis Denis. Bonjour, Francis Denis. Bonjour. Un avocat qui témoigne dans le film, Monsieur Morin. Bonjour. Séguin, en fait. Séguin, exactement. Bonjour. Bonjour. Un petit peu le bordel, là. C'est un film qui raconte, en fait, c'est un documentaire. C'est pas un film de fiction, mais c'est un documentaire sur la situation dans les écoles parce qu'il y a toute une ambiguïté autour de qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes qui détransitionnent. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes qui choisissent, avant l'âge de 14 ans, de changer d'identité de genre? On dit souvent au Québec que c'est de la théorie, qu'on peut, oui ou non, se poser ces questions-là, mais qu'il n'y a pas de cas réel. Vous, ce que vous avez fait, puis je commencerai avec vous, parce que vous avez représenté une professeure qui a été aux prises avec une situation comme ça, M. Séguin, une élève de 14 ans, on doit le préciser, c'est une jeune fille biologique qui, au cours de l'année, comme ça, change de sexe, comme ça, en tout cas, change d'identité de genre. Et là, la professeure doit se demander si oui ou non, elle appelle les parents, si oui ou non, elle s'adresse à la direction. Et ça a été très compliqué pour elle. Ça a été très compliqué. En fait, ce n'est pas encore arrivé parce que l'école qui l'engage, suivant des directives qui viennent d'en haut, donc du ministère de l'Éducation, lui a interdit de le faire, basé sur des instructions ministérielles. En gros, un guide, mais c'est des directives ministérielles. Et donc, c'est dans cette mesure-là où elle m'a contacté avant la rencontre de parents, parce que c'était un moment où, franchement, disons, c'est un reality check, là, être devant les parents, les avoir en face, puis cacher cette information-là qui est tellement cruciale pour des parents, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas la force de faire. Mais non, mais parce que la loi dit quoi? La loi a changé en 2016. C'était sous le gouvernement de Philippe Couillard. Et à partir de ce moment-là, on a décidé qu'en bas de 14 ans, oui, il faut absolument parler aux parents, mais après 14 ans, là, l'école dit qu'il faut cacher l'information. C'est bien l'expression qu'on retrouve, là, ou en tout cas l'interprétation de la loi. Dans la loi, légalement parlant, c'est-à-dire si on veut, par exemple, changer notre certificat de naissance pour changer la mention de sexe, de masculin ou féminin ou l'inverse, ça prend plus, donc depuis 2016, ça ne prend plus l'autorisation des parents, puis en fait, les parents sont même pas informés de ça. Ils sont même pas informés. Ça, c'est complètement fou, parce que en fait, ça veut dire que si un parent se doute de quelque chose, et se dit, moi, je parle avec mon enfant, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie, je vais appeler la professeure. Elle passe bien 8 heures par jour avec mon enfant. Là, le professeur, quand on dit qu'il faut qu'il cache, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut qu'il refuse les appels? Ça veut dire qu'il faut qu'il maintienne la version de l'enfant? Ça veut dire quoi, ça, cacher? Ben, toute la question est là. En fait, pour revenir à la question du changement dans les papiers, juridiquement parlant, les parents sont pas informés, mais il y a rien qui dit que c'est confidentiel en soi. Le sexe de quelqu'un n'est pas quelque chose qu'on a conçu depuis le début, je veux dire, de la civilisation comme étant confidentiel. C'est vrai qu'on peut changer depuis 2016 nos papiers d'identité sans que les parents soient informés, donc évidemment sans leur autorisation. Ça veut pas dire confidentiel. Bon. Donc, le fameux guide qui est à la source de ça a été, finalement, je peux vous le dire, là, écrit par les mêmes personnes qui ont fait du lobby pour que la loi soit modifiée en 2016. On s'en doute un petit peu là, quand on le regarde, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ils ont
écrit le guide comme ça, ils l'ont fait un peu en sous-main, selon moi, parce que ce ne sont pas officiellement parlant des directives ministérielles. J'ai des raisons de croire que le ministre de l'Éducation n'était même pas au courant de l'existence de ce guide-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça dit, voici quelle est la loi, en tout cas c'est notre interprétation, puis voici quelles sont vos obligations. Ils envoient ça à toutes les écoles, puis les écoles, quand ils surviennent des cas comme ça, disent aux profs, puis à tout le personnel, vous devez cacher cette information-là, ça veut dire dans les copies d'examen, dans les bulletins, quand vous parlez aux profs, etc. Ça, c'est important parce que, Francis Denis, vous l'avez côtoyé, cette professeure-là. À un moment donné, elle rencontre un membre de la haute direction qui lui dit, il faut que tu choisisses entre ton travail ou ton espèce de combat pour l'informer les parents. Donc, elle était menacée littéralement de congédiement. C'est incroyable. Oui. Non, mais je l'ai rencontrée, mais dans le documentaire, on la voit à visage caché. Oui, bien sûr. Anonyme. Dans la Constitution. Exactement, parce que on ne peut pas dévoiler qui elle est. Bon, elle, sa mission dans la vie, c'est pas nécessairement devenir une avocate ou lobbyiste d'une position ou une autre. Elle, tout ce qu'elle veut dans la vie, c'est enseigner aux enfants. Donc, elle veut faire son métier de professeur. Et là, elle est mise dans une position qui véritablement, brime sa liberté d'expression, sa liberté de conscience. Et donc, c'est un peu ce cas-là. On part dans le documentaire, on part de ce cas-là qui est défendu, Maître Séguin est l'avocat, le vrai avocat, et lui n'est pas à visage caché. Et visiblement. Et là, on part de ça et on investigue un peu qu'est-ce qui se passe dans le fond? Parce que c'est un cas particulier, mais elle, la professeure, c'est la deuxième fois que ça lui arrivait et on se rend compte que ça arrive vraiment souvent et c'est une problématique qui dépasse le simple code qu'on regarde. Et donc là, on part, on discute avec des juristes, on discute avec des professionnels de la santé, des psychothérapeutes, des organisations internationales et d'autres parents, parce qu'il y a aussi cette question-là qui est abordée, c'est-à-dire la relation de confiance entre le professeur, les professeurs, le système d'éducation et les parents. Parce que les parents, il y a un pacte non écrit, mais qu'il y a un pacte entre les parents qui confient aux écoles le bien-être psychologique de leurs enfants. Et là, ils se rendent compte que concrètement, dans la loi ou dans un guide qui est suivi, qui s'appuie soi-disant sur une interprétation légale, on peut demander à un professeur de mentir. Donc, il y a aussi cette question-là de l'autorité parentale et on se rend compte, à force de voyager, parce qu'on va à Paris pour la question de l'idéologie transgenriste, transgenre. On va à Dublin pour rencontrer la fondatrice d'une organisation qui justement tente de mettre d'être un peu l'autre côté de la médaille par rapport à ce qu'on appelle l'affirmation de genre, qui s'appelle Jen Speck. Et on va même à San Francisco et là on rencontre une avocate mais qui est aussi mère de famille qui a vécu elle-même cette situation-là. Vous allez là où ça a commencé ces âneries-là. Donc là où ça origine vraiment. Là, ce qui est dangereux, puis j'ai entendu parler de cas particuliers, parce qu'au départ, quand on a commencé à parler de ça, de ce sujet-là, de l'introduction dans les écoles de la théorie du genre, puis de l'idéologie du genre, on disait, ça reste la théorie, il n'y a pas de cas. Là, il y a un cas, après on va dire que c'est un cas particulier. Quand est-ce que ça devient un vrai problème, là? Parce que la réaction de l'école, ça crée une certaine forme de jurisprudence, hein. C'est peut-être pas le bon terme, là, pour adresser devant un avocat comme ça, sauf que là, la professeure, elle a subi une pression de sa direction. Elle va s'en rappeler. Elle va parler à ses collègues. Un jour, on va savoir que ça s'est passé comme ça. Donc, les comportements vont changer. On se plie devant cette idéologie-là. Absolument. Je ne saurais mieux dire. On se plie devant cette idéologie, mais elle l'a pas fait, ceci dit. Puis, on saura jamais, en tout cas, en ce moment, le système est ainsi fait qu'on saura jamais combien de fois c'est arrivé. Elle, c'est la deuxième fois que ça lui arrivait en 2 ans. Elle a très peu d'expérience comme professeur, en a 3. 2 fois en 2 ans. Petite école de rien. Il est fort probable que c'est arrivé des centaines de fois. Qu'est-ce qui lui est arrivé à elle? À elle, en soi, évidemment, l'école qui s'est cachée dans toutes ces procédures-là, ils se sont cachés, ils ont voulu rien dire, ils ont fini par envoyer un avocat qui est là pour dire qu'il participe pas au débat. Donc, eux, ils disent, on se fie au cadre juridique tel que ça leur a été indiqué dans le guide dont je viens de parler. L'école, en tant que telle, se rabat là-dessus.
Ça s'arrête là. Ils prennent pas. Est-ce qu'elle enseigne encore, cette femme-là? Oui, elle enseigne encore. Donc, elle, craignant justement l'esclandre puis le problème, ils ont dit, OK, tu peux envoyer, si ça marche, un genre de rapport écrit aux parents pour dire, voici, ça se passe comme ça, en prétextant une raison pour laquelle elle les rencontrerait pas. Et c'était en 2023, on dit on pourra pas refaire cette exception-là en 2024. Ça s'est judiciarisé. Ils ont réussi à le refaire. Et là, en ce moment, la cause continue, mais elle n'a pas ce même élève-là. Donc là, on est en ce moment, c'est une question qui n'est pas théorique, même si cet élève-là n'est plus là, parce que c'est arrivé 2 fois en 3 ans, mais ça peut arriver une 3e fois en 4 ans. J'ai une dernière question pour vous. Il y a un angle mort dans le film, c'est la réaction du syndicat. Parce que on comprend généralement, aisément que le syndicat va défendre le professeur. Puis honnêtement, j'en ai entendu des cas où le syndicat défendait n'importe quoi. Là. À Bedford, le syndicat a d'abord commencé par défendre les enseignants qui étaient dénoncés par le rapport. Le syndicat, dans un cas particulier comme ça, on sait que les centrales syndicales au Québec sont plutôt à gauche. Est-ce qu'elles se sont mises à défendre? C'est peut-être la chance. En fait, c'est peut-être la raison pour laquelle ça a été porté devant les tribunaux. C'est une école privée, donc c'est pas syndiqué. Okay. Sinon, elle aurait dû se rabattre sur les avocats du syndicat. Puis après ça, sans entrer dans des théories du complot, il y a quelques syndicats de professeurs, mais je sais que les syndicats, un en particulier, ont été très impliqués dans justement ces politiques-là. Donc, de quelle manière est-ce qu'un professeur situé dans cette position-là dans une école publique qui doit s'en remettre à son syndicat aurait pu se fier sur son syndicat pour là ou la défendre adéquatement? Ça soulève des questions. En tout cas, je trouve que c'est particulier que ce soit justement dans une école privée, donc non syndiquée, que ce cas-là se soit posé. Ouais, puis on est obligé de spéculer, mais là, il y a eu cette semaine la publication d'un rapport sur l'identité de genre, puis j'ai fait un contrôle F dans cette espèce de... C'est une manœuvre informatique qui permet d'identifier des mots plus rapidement au lieu de passer au travers d'un document de 1000 pages. On parle très peu de la situation de ces élèves-là de moins de 14 ans ou même des élèves de plus de 14 ans dans les écoles. C'est la CAQ qui est au pouvoir depuis 7 ans maintenant. C'est un gouvernement qu'on dit nationaliste et conservateur. Et on dirait qu'il n'y a pas le courage politique d'aller dans cette direction-là. Merci beaucoup parce que vous l'avez, ce courage-là. On invite les gens de la CAQ à regarder le documentaire qui est disponible gratuitement sur YouTube, Omerta scolaire, et à s'inspirer un peu des différentes... disons des spécialistes qui s'expriment dans le documentaire pour pouvoir se faire une idée beaucoup plus claire de la situation et de éventuellement arriver avec des politiques qui vont protéger les enfants, qui vont protéger la liberté de conscience, qui vont protéger la liberté d'expression et la relation entre les professeurs et les parents. Merci, Francis. Puis, si je peux juste dire une petite affaire avant de finir. Ce rapport-là nous a quand même appris quelque chose. Le Québec est le seul endroit dans le monde où à 14 ans on peut changer nos papiers d'identité sans demander aux parents. Ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant. La particularité québécoise, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Merci à vous.